Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, puisque j'aimerais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la musique électronique. Alors pour ceux qui me connaissent déjà à travers cette chaîne YouTube, vous savez très bien que c'est pas du tout un sujet dont on a déjà parlé. On a plus l'habitude ici de traiter des sujets qui ont à voir avec la transidentité. Mais étant donné que je voulais essayer de nouvelles choses et vous partager un peu plus de moi, et que ma personne ne s'inscrit pas qu'à travers ces questions-là, je voulais aussi vous parler de ma plus grande passion qui est la musique électronique. C'est d'ailleurs actuellement mon métier puisque ça fait à peu près 15 ans que je fais de la musique électronique de manière professionnelle et que je me produis en ce moment même un peu partout en Europe dans ce contexte. Je trouve ça intéressant justement de venir vers vous pour vous partager ça parce que je pense que j'ai un statut assez spécifique dont on a très peu d'exemples, ou en tout cas on n'a pas de contact, très peu de contact direct avec des personnes qui font le métier que je fais. Et je trouvais ça intéressant de justement pouvoir vous montrer un peu comment les choses fonctionnent et de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Alors je pense que pour commencer, ce qu'on peut déjà faire, c'est définir ce qu'on entend par faire de la musique électronique. Principalement, la conception de musique électronique se fait via des logiciels de production, donc du coup sur ordinateur, mais pas que. Sur ces logiciels de production, on va tout simplement écrire des mélodies, y ajouter des percussions, y ajouter des effets, mais aussi designer l'ensemble des timbres qu'on va utiliser, qu'on va superposer pour, dans la finalité, créer un ensemble harmonieux qui sera conceptualisé comme étant une musique ou non. Et moi, c'est justement exactement ce que je fais. Pour retracer un petit peu mon parcours, je me suis prise de passion pour ça étant très jeune, j'avais à peu près 14-15 ans. À l'époque, j'avais un groupe de death metal symphonique sur lequel je m'occupais de faire les synthés. Et j'ai cherché à ce moment-là comment agrémenter en fait mon panel de sonorités que je pouvais utiliser avec mon synthé. Et j'avais acheté en fait tout simplement un câble qui me permettait de relier ce synthé à mon ordinateur. Et à partir de là, j'étais persuadée de pouvoir justement trouver et jouer des sons à travers mon ordinateur via ce clavier et via ce câble. Et en effet, à force de rechercher, j'ai trouvé que ça pouvait exister. J'ai téléchargé mes premiers petits logiciels qui me permettaient de faire ça. Et puis petit à petit, en fait, j'ai commencé à accumuler justement des logiciels qui me permettaient d'avoir d'autres sonorités que ceux que j'avais sur mon synthé, sauf qu'ils n'étaient pas liés entre eux. Et je cherchais un moyen de pouvoir les lier pour pouvoir switcher facilement en live justement d'un son à l'autre. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris l'existence des logiciels de production, qui sont concrètement les logiciels qui sont utilisés dans tous les studios du monde. Qui permettent justement de créer cet arrangement, cette superposition, de pouvoir conceptualiser toute la musique. Mais à l'époque, je ne connaissais pas du tout l'existence de ça, donc je suis tombée complètement dessus par hasard et j'ai découvert cet univers. Et en fait, j'ai vite compris que moi, j'utilisais ces logiciels-là d'une manière très restreinte, puisqu'au final, je les utilisais juste pour pouvoir passer d'un son à l'autre. Mais en réalité, ces logiciels me permettaient de faire absolument tout ce que je voulais musicalement. Quand j'ai découvert justement toute cette infinité de capacités, de potentialités, je me suis retrouvée complètement submergée et passionnée en fait par l'infinité de possibilités. Et je me suis prise au jeu, j'ai commencé à apprendre toute seule de mon côté comment utiliser ces logiciels et j'ai commencé à composer mes premières musiques. En fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me parlait énormément. Même déjà avant ça, en réalité, quand j'écoutais mes groupes, j'avais secrètement un peu ce rêve. Alors certes d'être une star à l'époque, même si aujourd'hui ça fait clairement plus partie de mes souhaits, mais n'empêche qu'à l'époque ça faisait un peu partie aussi d'un fantasme que je pouvais avoir. Et à contrario de ça, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus fort, qui était le fait de pouvoir tout simplement faire de la musique d'une qualité, de la même qualité de celle que j'entendais en fait de mes artistes préférés. Et ça me semblait mais inatteignable, ça me semblait vraiment inatteignable. Pour moi, il fallait des maisons de disques, il fallait des labels, il fallait des studios, il fallait débourser énormément d'argent, il fallait beaucoup de gens, des ingénieurs, des machins, enfin ça me semblait absolument inatteignable. Et en réalité, à ce moment-là, quand j'ai découvert ces logiciels-là, je me suis rendu compte qu'en réalité c'était beaucoup plus accessible que ce que je le pensais. Alors à l'époque, du coup, s'offrait à moi une infinité de possibilités en termes de style de musique. Mais j'étais justement en train de découvrir un style de musique bien spécifique à l'époque. J'avais commencé justement à me construire musicalement à travers la musique électronique, mais principalement l'électro qu'on pouvait entendre par exemple sur Fun Radio via mon père qui était disque jockey. Ça a d'ailleurs été ma première approche de la musique, le fait d'être disque jockey. Je me suis mise à mixer comme mon père le faisait. Et puis après, petit à petit, du coup, j'ai développé un attrait personnel pour la musique rock et principalement via Muse. Qui ont été mes
ma plus grande inspiration et qui reste aujourd'hui mes plus grandes inspirations. Et puis, justement, j'ai réussi à un moment donné à faire du lien entre ces deux mondes. Je vous ai parlé justement dans ma dernière vidéo de Second Life. Et sur Second Life, j'ai rencontré une personne qui fait toujours partie de ma vie aujourd'hui, qui m'a initié à un style de musique que je ne connaissais pas du tout, la drum and bass. Alors, malheureusement, je pourrais pas vous donner de l'extrait du groupe que j'écoutais à l'époque parce que la vidéo va forcément se faire strike, je le sais déjà. Mais il s'agissait de Pendulum, et Pendulum, c'était un savant mélange entre la musique électronique et la musique rock. C'était hyper entraînant, et c'était la première fois que j'entendais quelque chose d'aussi... J'avais vraiment pas du tout l'habitude de ces sonorités. C'était extrêmement bien produit, il y avait énormément d'énergie, il y avait beaucoup de choses que j'aimais. Et je me suis prise de passion un peu pour ce style de musique. Et au moment justement où j'ai commencé à me mettre moi-même à la production de musique électronique, on était pile à l'avènement de tout un ensemble de styles de musique qui ont découlé justement de la drum and bass, et c'était la bass music. Alors écoutez, je me permets de faire une petite aparté. J'étais partie sur le fait de vous expliquer grossièrement ce que c'était que la bass music, et puis je me suis souvenu qu'à l'époque j'avais fait une vidéo que j'ai jamais postée nulle part, où je racontais un peu l'histoire de la drum and bass. Alors écoutez, je vais me permettre de vous partager ici des bouts de cette vidéo pour vous initier à ce style de musique et à toute cette culture qui m'a justement complètement prise de pied à ce moment-là de ma vie, en espérant que ça puisse vous plaire, et puis je vous reprends juste après. Alors, pour comprendre un peu mieux d'où nous vient la drum and bass, on va faire un petit bond dans le passé. On est dans les années 80, le paysage musical du Royaume-Uni est en pleine effervescence. Les scènes reggae, dub, hip-hop et acid façonnent largement l'atmosphère musicale, tandis que la culture rave commence à émerger. On a là d'ailleurs les principales influences qui ont jeté les bases de ce qu'allait devenir la drum and bass. Mais avant de concrètement rentrer dans l'ère de la drum and bass, laissez-moi vous introduire la jungle. Alors non, on va pas parler de forêt humide et hostile, mais bien d'un style de musique électronique qui est né dans les quartiers londoniens dans les années 90. À cette époque, le Royaume-Uni se marque de changements sociaux et économiques assez importants, confrontant beaucoup de jeunes au chômage, ou tout du moins à l'incertitude financière. Alors naturellement, en réponse à ça, les moyens d'expression et d'évasion évoluent. La musique électronique gagne de plus en plus en popularité, notamment la house et la techno importée des États-Unis. C'est la naissance des raves, des soirées souvent organisées dans des entrepôts, des champs ou d'autres lieux non conventionnels choisis pour échapper à la réglementation stricte des lieux de divertissement. Bref, si t'en as marre d'être fauché, tu rejoins tes amis dans des hangars où règne l'ouverture, la tolérance, mais surtout la musique électronique. Et tout ça, ça prend une certaine place dans le paysage. Entre les flyers colorés, les projections de lumière, l'atmosphère euphorique, des espaces de divertissement et d'expression libre, et on va pas se mentir, la drogue, assez rapidement, ça évolue en un mouvement culturel fort qui va intéresser de plus en plus de personnes et les lier. À ce moment-là, le style qui règne profondément dans les raves, c'est l'acid house, avec des basslines hyper marquantes et des rythmes énergétiques qui ont contribué à définir l'esthétique des rave parties. Mais on ne s'arrête pas qu'à ça. L'avantage de ce mouvement, c'est qu'il a beaucoup poussé à l'expérimentation. Assez rapidement, des producteurs, DJ, bidouilleurs ont commencé à manipuler électroniquement des rythmes de batterie, qu'on appelle des breakbeats. Le plus connu d'entre eux étant l'Hammond Break, un breakbeat créé à partir d'une musique Hammond Brothers de The Winstons. On a là la base de la jungle. Il ne manque plus qu'à rajouter des basses fortes, faites grâce à des synthétiseurs et des éléments issus de la scène underground et des sous-systèmes reggae pour finalement obtenir la jungle. On va rapidement naître les pionniers de ce genre, comme Goldie, Shy FX ou encore MDC, pour ne citer que, qui vont tout au long de cette décennie promouvoir fortement la jungle, l'innover et la faire évoluer. On voit une popularité grandissante, attirant même de plus en plus de public international. En prime, la technologie évolue, offrant de plus en plus de possibilités aux producteurs. Alors naturellement, le style évolue et se diversifie. On voit des sous-styles apparaître, comme l'intelligent drum and bass, qui se caractérise par des mélodies sophistiquées et des atmosphères plus prononcées, ou encore la neurofunk, variante qui appuie beaucoup plus sur une esthétique futuriste et expérimentale.
Et c'est donc finalement à partir de là qu'on peut commencer à parler de drum and bass. La drum and bass commence à s'inscrire dans d'autres styles, influençant le dubstep, et non le brostep qui arrivera bien plus tard, indéniablement le breakbeat ou encore la pop, élargissant son champ d'action, son influence et lui permettant là encore de s'enrichir et d'évoluer. Elle devient de plus en plus un véritable pilier de la scène musicale électronique contemporaine et se voit petit à petit s'exporter un peu partout dans le monde. Maintenant, en Allemagne, aux États-Unis ou même encore chez nous, on peut voir des soirées drum and bass apparaître et même des festivals dédiés. À ce moment-là, on n'est plus du tout à ses débuts, cloîtré dans des hangars miteux, bien que c'est son charme, et bon sang que j'aurais aimé en faire partie. Mais à ce moment-là, on parle de l'âge d'or de la drum and bass. On voit de plus en plus de nouveaux producteurs se lancer, comme High Contrast ou encore Logistic. De plus en plus de labels sont présents, comme Hospital Records. Et de nouveaux sous-styles émergent comme la Liquid, beaucoup plus douce et mélodique. On commence à en voir dans des publicités, des films, des séries et même des jeux vidéo. En même temps, on va pas se mentir, avec une rythmique aussi rapide, on peut facilement comprendre que ça se marie très bien avec des jeux de voiture ou encore Sonic. On arrive rapidement dans les années 2000 qui vont apporter un vrai coup de pouce aux possibilités d'évolution du style, principalement grâce à la technologie qui devient de plus en plus accessible entre les ordinateurs, les logiciels, les nouveaux séquenceurs, synthétiseurs, interfaces, contrôleurs MIDI ou encore les platines connectées, entre guillemets, RPZ Tractor Final Scratch. Pour les anciens, l'innovation est plus présente que jamais. On voit de plus en plus d'artistes laisser tomber les samples de voix pour faire appel à de vrais chanteurs, ou encore nos fameux MC. Avec tout ça, on voit apparaître des artistes qui nous parleront peut-être un peu plus aujourd'hui. Rien de fou, vous me direz, que des petits artistes insignifiants comme par exemple Noisia ou encore Podolum, Let's Sky, Chasing Statue, Cameron Crooked, avec une palette de couleurs et de sonorités tout aussi diversifiées. Et bien que Noisia, pilier majeur de la drum and bass pour ne pas dire Dieu vivant, ont complètement redéfini les codes et poussé les barres plus loin que jamais, ceux qui ont véritablement aidé à propulser la drum and bass à un autre stade, c'est Pendulum. Sur scène, on a le droit à un groupe, un vrai, avec des instruments, des synthés, un chanteur, beaucoup de codes finalement qu'on retrouve dans le code et qui parle à beaucoup plus de monde. Il nous offre une musique forte, profonde, mélodique, accompagnée de la voix fortement reconnaissable et poignante de Rob Sawyer. On a ici la naissance d'une légende qui marquera à tout jamais l'histoire de la drum and bass et de la musique électronique. Et alors tout ça, ça a permis une décennie relativement riche et fournie, d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui la drum and bass ? Et bien entre-temps, on a vu l'émergence des producteurs dans les années 2010, principalement grâce à l'arrivée de Skrillex qui a montré au monde entier qu'un ordinateur pouvait suffire à produire de la musique électronique. À ce moment-là, on a une véritable renaissance de ces styles de musique, laissant place à une énorme flopée d'autodidactes qui se sont lancés dans la production de musique seuls face à leurs ordinateurs, dans leur chambre ou encore en tailleur sous le sol de leur garage. On est loin des studios de musique et c'est précisément ce qui va permettre d'expérimenter plus que jamais. La brostep naît et avec la drum and bass, ils vont devenir les deux piliers d'un nouveau mouvement, la bass music, qui va regrouper au final beaucoup de styles de musique et de sous-styles, issus de ces deux mouvements fondateurs. Dans ce mouvement-là, la bass est fondamentale et omniprésente. This is Noisia and this is our special super mega cyber bassline secret. Bref, la drum and bass a fini par s'inscrire dans une tendance musicale beaucoup plus large, et bien que jusqu'ici les artistes devaient obligatoirement passer par des labels pour diffuser leur musique, tout changera avec l'apparition de SoundCloud, qui lui offre une plateforme de distribution libre et un contact direct avec le public. Une période extrêmement florissante pour la bass music qui inondera la plateforme et la fera vivre jusqu'à l'arrivée des autres plateformes de streaming actuelles comme Spotify. Les festivals, eux, se voient prendre petit à petit en ampleur et les festivals dédiés comme Rampage ou encore Let It Roll deviennent de véritables lieux de regroupement attendus chaque année par des milliers de fans de bass music. De nouveaux styles voient le jour,
à force d'expérimentation donnant au paysage de la drum and bass aujourd'hui une telle richesse qu'on pourrait s'y perdre. Jungle, DNB, Neurofunk, Liquid, Two-Step, Tech-Step, Jump-Up, Hard-Step, Roller, Deep, Halftime, bref, il y a de quoi plaire à tout le monde. Et bien que nos plus grands ont lâché la barque, RIP Noisia, ils ont délégué au final le mouvement à de nouveaux talents qui se donnent corps et âme chaque jour passant pour ramener la drum and bass vers un style de musique toujours plus riche. On peut citer par exemple Mephius, souvent présent aux côtés de Cameron Crowe, Dimension, Ivy Lab, Boo, Ramses B, Aimanu, Fox Stevenson ou encore chez nous en France, The Caracal Project, Baroque ou Skylark. Bref, vous l'aurez compris, dans la finalité, la drum and bass c'est extrêmement riche. En effet, sa diversité lui permettra petit à petit d'atteindre des artistes qui viennent d'autres milieux pour générer des collaborations farfelues et absolument enrichissantes. Les performances live, elles, deviennent de véritables shows visuels, comme on le voit nulle part ailleurs. À coups de laser, canon à CO2, projection 3D et show live de folie, la drum and bass a toujours su garder son esprit inclusif et bon enfant de ses débuts. C'est même assez étonnant au final de voir à quel point le milieu ouvre ses portes à tout type de personnes, d'horizons, d'âge, de mouvements. Au final, le public, par son éclecticité, représente bien le style en lui-même. Et bien qu'elle a fini par perdre un peu de popularité ces dernières décennies, repassant du mainstream à l'underground, elle revient fortement ces derniers temps sur le devant de la scène, continuant indéfiniment à repousser ses propres limites et offrant toujours plus de choix. Ok, alors la transition va être très brutale, mais revenons-en à la vidéo initiale. Et j'ai pendant très longtemps justement produite de la dubstep. Alors même si à l'époque on était très loin de la qualité que je peux faire aujourd'hui, j'ai quand même développé une énorme passion pour ça. D'autant plus que c'était un milieu qui était énormément poussé et tenu par des artistes indépendants, des artistes comme moi, qui se sont pris de passion pour ça et qui ont découvert à cette époque-là l'existence des logiciels de production. C'était une période assez effervescente parce que justement, on se retrouvait tous, alors qu'on était complètement en dehors des rouages habituels de l'industrie musicale telle qu'on la connaît. Il n'était pas question de maison de disques, il n'était même pas question en fait à l'époque de se produire sur scène, même si c'est quand même très vite arrivé. Mais on se retrouvait quand même tous sur une plateforme de partage de musique gratuite qui s'appelait SoundCloud. Et il y avait une avalanche en fait de musique et d'effervescence autour de ces styles de musique qui ont été extrêmement fédérateurs en fait. Et de ça principalement dont je suis tombée amoureuse, puisque est née en fait à ce moment-là une industrie complètement parallèle, développée par des personnes, des artistes ou des acteurs indépendants, et qui semblait tout de suite beaucoup plus accessible à mon échelle. Aujourd'hui, ça doit faire 15 ans que je fais ça. Cette industrie parallèle est toujours en place. Elle s'est même vachement développée. Elle s'est énormément professionnalisée et elle regorge de surprises et de choses extrêmement intéressantes que j'aimerais vous partager ici. Alors quand je parle d'industrie, ça a directement à voir en final avec la manière dont fonctionne tout ça. Alors je pense qu'une des choses qui peut être super intéressante, c'est de vous expliquer du coup en quoi consiste exactement mon métier. Pour essayer de vous simplifier un peu les choses, la plupart de mon temps, je suis ici, juste derrière, là, sur mes machines, mes ordinateurs, mes enceintes, mon piano, ma guitare, tout ça. Et je passe un temps fou, en fait, à produire une musique. Alors, le but ici, c'est pas de vous expliquer exactement comment je procède, mais la plupart du temps, voilà, je vais expérimenter énormément, faire des recherches mélodiques, essayer de mélanger des styles, essayer de concevoir aussi de nouvelles sonorités, puisqu'au final, c'est aussi quelque chose que j'aime énormément à travers la musique électronique, c'est qu'il s'agit pas que de composer, il s'agit aussi de pouvoir conceptualiser un peu plus que ça, puisqu'on vient vraiment toucher directement à la conception sonore, au sound design comme on l'appelle. Et il y a une énorme partie en fait qui consiste à essayer de se créer une sonorité qui c'est propre. Alors on peut passer totalement outre ça, mais moi c'est quelque chose que j'aime énormément et j'ai vraiment un énorme côté nerd en fait qui se retrouve rassasié à travers ça. Je passe des journées complètes en fait à créer des espèces de systèmes qui me permettent de développer mes propres sons, et ça passe énormément par justement les logiciels et tout cet aspect numérique, mais ça passe aussi beaucoup par de l'expérimentation réelle physique, où je vais par exemple foutre des enceintes dans des espèces de bocals pour créer des espèces de sortes de résonances assez bizarres, ou aller à l'extérieur enregistrer toutes sortes de samples. Mais n'empêche que la plupart du temps, je suis quand même chez moi, sur mes logiciels, comme une grosse nerd, à bidouiller mais des
des schémas qui feraient peur à n'importe qui. Et en fait, j'adore ça. C'est quelque chose que je retrouve aussi dans d'autres milieux, comme le code, comme le développement de jeux vidéo. Et c'est quelque chose qui me rassasie énormément de ce côté-là, parce qu'il y a une infinité, encore une fois, de possibilités que je trouve exceptionnelles et qu'on trouve difficilement, en fait, avec la musique acoustique. Et j'aime énormément parce qu'en fait, ça permet tout simplement d'être créatif, mais aussi dans la manière de chercher des techniques et dans sa manière aussi d'approcher justement tout cet aspect extrêmement technique de la composition et de la création musicale. Et c'est un peu essayer tout simplement en fait de se détacher de l'aspect uniquement scientifique de la musique, qui est quand même accessible à travers la musique électronique, mais de l'amener aussi d'une manière créative. Et j'aime énormément faire ce pont justement entre l'aspect purement créatif, artistique et l'aspect scientifique. Et c'est vraiment quelque chose que la musique électronique permet. Donc voilà, je passe des journées entières à développer ces musiques-là, et puis arrive un moment donné où justement j'arrive avec une musique conceptualisée. Et vient ensuite justement la question de qu'est-ce qu'on fait de cette musique une fois qu'elle est finie. Alors le but c'est justement de la présenter au monde, mais le but c'est aussi de ne pas la présenter n'importe comment. Qu'est-ce qui se passe quand on veut présenter une musique au monde? Alors déjà, une musique, elle est souvent accompagnée d'une cover, d'une illustration. Et là, ça vient justement de l'aspect physique, où à l'époque, on avait des vinyles et des CD, et on avait forcément besoin d'une illustration qui permettait de pouvoir vendre le produit, entre guillemets, en tout cas de montrer l'univers et d'accompagner la musique avec de l'image. C'est quelque chose qui existe forcément toujours aujourd'hui, même si on est en numérique, vous le savez bien. Mais n'empêche que, du coup, l'aspect d'illustration fait partie de la promotion et de l'enrichissement de l'univers et de la musique. Et c'est quelque chose qui, là aussi, me rassasie énormément, puisque je fais aussi de l'illustration, de la photographie. Donc en fait, je me retrouve aussi avec un espace et un médium en fait qui me permet de pouvoir aussi développer mon aspect créatif à travers ça. C'est clairement pas donné à tout le monde, c'est même une grosse difficulté pour beaucoup d'artistes, mais pour moi en tout cas, c'est un aspect qui vient vraiment s'ajouter au reste et que j'aime profondément. Donc je vais souvent en fait conceptualiser ma musique dès le départ en ayant en vision et en tête un sujet, une image en fait, un univers que je vais développer à travers ça. Et après justement la conceptualisation de ma musique, je vais venir conceptualiser mes affiches, mes covers, mes illustrations, mais aussi les vidéos, les mini-clips, les canvas ou tout ce que je vais mettre sur les plateformes de streaming ou les réseaux sociaux qui vont me permettre justement d'enrichir cet univers. Alors ça pourrait aller jusqu'au clip aussi musical, et j'ai déjà fait des clips musicaux, mais c'est vrai que c'est très compliqué dans la musique électronique de pouvoir se permettre de faire ça, parce que c'est déjà on a beaucoup moins de moyens, étant donné qu'on est principalement indépendant, on va y venir juste après. Mais c'est surtout difficile en fait à envisager, parce que au-delà des moyens que ça nous demande, la musique n'a pas du tout autant d'impact, et un clip n'aura pas du tout autant d'impact, puisqu'on va toucher beaucoup moins de personnes avec ces styles de musique-là. Et du coup, le retour entre guillemets sur investissement est très compliqué. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire, mais il faut aussi se dire que la musique électronique est peut-être beaucoup plus difficile à illustrer de manière visuelle. Et je pense que beaucoup auraient des choses visuelles à apporter sur la musique électronique, mais ça demanderait des moyens qui sont totalement hors de notre portée, ce qui est très difficile. Malgré tout, c'est quand même des choses que j'essaye de faire, mais ça reste compliqué. Et c'est pour ça qu'on a le gros avantage aujourd'hui, justement, d'avoir les réseaux sociaux là-dessus. Alors les réseaux sociaux ont beaucoup de points négatifs, mais j'essaie de tirer du positif aussi de ça. Et la promotion, justement, sur les réseaux sociaux nous permet aussi de pouvoir faire des visuels animés, donc de la vidéo, d'une manière un peu différente, beaucoup moins coûteuse et beaucoup moins longue. Et étant donné que je fais aussi de la vidéo, c'est quelque chose qui là aussi me rassasie énormément, et qui fait partie du coup de tout cet amas de pourquoi j'aime autant la musique électronique. Ok, donc à partir du moment où on a tout ça, le but c'est de poster en ligne. Mais vous savez très bien que la musique aujourd'hui, on l'écoute pas n'importe où, et ça s'écoute principalement sur les plateformes de streaming. Pour mettre en ligne sur les plateformes de streaming, du coup, on a deux possibilités. Soit on le fait en indépendant en passant par des plateformes qui nous permettent d'être mises en relation directement avec ces plateformes de streaming, ou alors on passe justement par un système qui découle justement de cette industrie initiale de la musique mainstream, qui n'est autre en fait que de passer par des labels ou des maisons de disques. Alors à notre échelle, bien entendu, on oublie les maisons de disques, on va plutôt passer par des labels qui sont pour faire très simple, des maisons de disques mais à largement moindre échelle, et qui sont généralement même mises en place ou développées par des artistes indépendants. Et ces labels-là en fait vont avoir pour intérêt justement de distribuer la musique, de s'occuper aussi un peu de l'aspect promotionnel, des illustrations, de l'investissement, de s'occuper aussi justement de cet investissement initial dont t'as besoin un projet musical pour
voir le jour, justement pour la conceptualisation des illustrations, des vidéos ou même de la mise en ligne. Même si on verra que dans mon style de musique, au final, les labels font de moins en moins ça et les artistes viennent de plus en plus à devoir prendre cette charge-là. Alors bien entendu, tous ces services sont proposés moyennant un pourcentage qui est souvent de 50%, ce qui veut dire que le label va généralement toucher 50% de ce que génère votre musique via le streaming. Puis ensuite, votre musique est donc du coup mise sur les plateformes de streaming, sur les réseaux sociaux, vous lancez toute votre promotion et le but est de ramener du coup le plus de personnes sur votre musique pour qu'elles la découvrent, qu'elles l'écoutent, qu'elles génèrent du coup des vues et ces vues vont à ce moment-là générer votre première source de revenus qui est le streaming. Alors le streaming, je pourrais faire une vidéo complète là-dessus, mais en tant qu'artiste justement de musique électronique, comme dit, vu qu'on n'est pas de la musique mainstream, on va toucher des gens qui sont beaucoup plus nichés et on va faire énormément moins de vues, ce qui génère forcément énormément moins d'argent en streaming, en tout cas au stade où j'en suis, je touche presque rien du tout. Et quand je vois justement l'argent que me demande la conceptualisation de mes projets, la mise en place et la mise en ligne de mes projets, sincèrement, ça ne me permet même pas de rembourser ces frais-là. Donc le streaming, c'est sincèrement un peu anecdotique, sincèrement. Mais du coup, on en vient à ce qui arrive par-delà justement le streaming, qui est le live. Dans mon milieu musical, justement, le live, c'est ce qui va principalement nous permettre de pouvoir subsister et vivre en fait. Et là aussi, il y a toute une industrie qui est mise en place avec des organisateurs, des bookers, des artistes. Pour essayer de faire simple, en fait, il y a tout simplement des lieux, des organismes qui décident tout simplement de créer des soirées à thème sur lesquelles ils vont faire venir plusieurs artistes. Et justement, la mise en relation entre ces artistes et ces organisateurs se font à travers les bookers ou les agences de booking qui sont tout simplement des agences qui vont venir manager tout cet aspect-là de votre carrière et qui vont vous mettre en contact directement avec ces organisateurs, qui vont s'occuper de vos primes et aussi en Europe du coup s'occuper de gérer tout ce qui est question de transport, tout ce qui est question de billets, tout ce qui est question d'hébergement, mais aussi de nourriture, etc. Enfin bref, de tout ce qui nécessite, de tout ce qui est nécessaire au final à votre survie à partir du moment où vous partez justement vous produire en live sur ces événements-là. Alors les bookers, c'est pas obligatoire. Il y a des artistes qui se passent de ces bookers-là, mais n'empêche que c'est quelque chose qui est quand même très présent parce que justement ces bookers sont professionnels là-dedans et nous permettent de nous décharger justement sur ce plan-là, sur le fait d'aller chercher des concerts, sur le fait d'être mis en contact direct avec les organisateurs. Ça va vraiment nous décharger de ce côté-là et on va juste pouvoir nous focus sur la conception de nos concerts, le fait de continuer à créer notre musique, la promotion, ce genre de choses. Étant donné justement qu'on a plus de charges sur la distribution de nos musiques puisque les labels prennent de moins en moins de charges par rapport à tout ça, et ben on a moins de temps à accorder ailleurs et du coup les bookers permettent justement de nous soutirer un peu cette charge-là, mais aussi de pouvoir nous négocier davantage concernant nos prix, puisque bah comme vous l'avez vu, le live au final se retrouve être extrêmement important puisque c'est notre première source de revenus. Alors là justement, ce qui permet de déterminer combien est-ce qu'on vaut, c'est assez compliqué à dire, c'est un gros mélange en fait entre la hype qu'on génère, la visibilité aussi qu'on génère, le nombre de vues qu'on fait sur les streamings, etc. Donc au final, les streamings vont pas rapporter de l'argent directement, mais vont permettre, si on arrive justement à développer de plus en plus de vues, à démontrer justement aux organisateurs que on est écouté, on attire du monde, et donc forcément, s'ils nous font venir sur leurs événements, on sera susceptible de faire venir davantage de monde et donc ils ont un intérêt à nous payer plus cher, etc., etc. Bref, ça marche comme une industrie, comme n'importe quelle industrie. Au final, vous êtes un produit et vous devez vous vendre comme un produit et ce qui permet justement de quantifier votre valeur, c'est votre visibilité sur les réseaux, sur les plateformes de streaming, etc. Alors tout ça, moi, c'est une partie dont j'ai un peu du mal et avec lequel j'ai de plus en plus de mal parce que du coup, on dépend énormément de la visibilité qui nous est offerte et qu'on prend et qu'on arrive à gagner aussi, bien entendu, mais force est quand même de constater aujourd'hui qu'on est dans une période où c'est extrêmement compliqué parce que, certes, les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de pouvoir atteindre de manière presque indépendante beaucoup plus de personnes que ce qu'on le pouvait avant, mais d'un autre côté aussi, on dépend énormément des algorithmes et de la façon dont ils fonctionnent. Ce qui veut dire que si vous êtes un artiste et que vous n'arrivez pas à correspondre à cette vision algorithmique, vous allez passer à côté de la principale source de visibilité que vous pouvez avoir et vous allez vous retrouver au final complètement bloqué dans
en dehors de tout ce système algorithmique et vous allez vous retrouver au final avec très peu de visibilité et donc vous n'allez tout simplement pas pouvoir vivre de votre musique, ce qui sincèrement est compliqué parce que quand on est artiste, on n'est pas forcément influenceur en fait tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'artistes indépendants, principalement dans la musique électronique, qui ont de plus en plus de mal avec cette charge imposée de devoir devenir en plus un influenceur en plus d'être artiste, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est des compétences qui sont différentes et aussi ça bride dans les choses que vous voulez montrer, que vous devez montrer et que vous devez mettre en place et devez mettre en avant tout simplement. C'est même profondément destructeur pour beaucoup d'artistes qui au final perdent complètement leur créativité à essayer de justement rentrer dans ces cases de l'influenceur, et ça génère aussi des problématiques puisque les personnes au final qui vont réussir de plus en plus à vivre de leur musique dans la musique électronique sont davantage au final des influenceurs que des artistes musicaux, qui là aussi se ressent et se répercute de plus en plus dans la qualité générale des musiques qui peuvent être proposées. Mais ça, c'est encore un autre débat qu'on pourra avoir, et c'est une vision qui m'est très, très personnelle, mais que je pense quand même très factuelle. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. À côté de ça, les autres choses qui peuvent nous permettre justement de pouvoir vivre de notre art, c'est aussi des réseaux privés, type par exemple Patreon, sur lesquels justement on va proposer tous les mois des cours, des vidéos, des tutoriels ou alors des presets, des fichiers audio, ce genre de choses qui sont destinées justement aux producteurs, aux autres artistes, pour leur permettre de voir les techniques qu'on développe, pour voir la manière dont on produit et leur permettre aussi d'évoluer dans leur propre conception musicale. Il y a un énorme échange qui se fait autour de ça, moyennant justement de l'argent, et c'est une source de revenus qui est vraiment pas négligeable, puisque moi personnellement à l'heure actuelle, c'est ce qui me permet de pouvoir vivre un minimum, ou en tout cas me permettre de pouvoir continuer à faire ce que je fais. Mais ces systèmes-là, type Patreon, justement, nous permettent aussi de pouvoir donner et offrir la possibilité à n'importe qui nous écoute de pouvoir nous soutenir moyennant un abonnement ou des paiements uniques, ce qui n'est vraiment pas négligeable. Mais bref, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du fonctionnement un peu de toute cette industrie parallèle. Laissez-moi maintenant vous parler de qu'est-ce qui me touche et qu'est-ce qui me plaît vraiment autant dans ce métier. Pour ceux qui me connaissent un peu d'avant, vous avez bien compris un truc, c'est que je rentre très peu dans les cases conventionnelles, et je crois que c'est justement quelque chose qui m'a énormément plu à travers tout ça, qui était justement de faire partie d'un mouvement qui se crée, qui était complètement nouveau, qui venait d'éclore et qui avait tout à construire. C'est vraiment quelque chose qui est ultra intéressant et ultra important en fait, je trouve, en termes de liberté, de pouvoir faire partie vraiment des acteurs qui vont créer tout l'écosystème dans lequel votre métier va pouvoir persister et évoluer. Mais c'est aussi au final un métier où le contact en fait avec les autres est extrêmement important. Alors il y a le contact certes avec le public qui moi est un truc qui me touche énormément, mais il y a aussi le contact avec tous les autres acteurs, que ce soit les artistes, les organisateurs, les bookers, les managers, les labels. C'est vraiment quelque chose qui est ultra intéressant et ultra enrichissant parce que c'est vraiment tout un petit écosystème ultra vivant, presque parfois élitiste, très dur d'accès sur certains points, mais qui, une fois que vous l'avez atteint, au final, se retrouve être extrêmement humain et extrêmement accessible, proche. Et c'est assez impressionnant de là où je me situe de voir comment justement tout ce petit écosystème fonctionne et à quel point il fonctionne à travers toutes ces micro-connexions. Dans mon style de musique, la drum and bass, qui est pas non plus un truc absolument énorme, qui est très présent partout, qui est même très présent dans la musique mainstream, mais qui, pour en tout cas le cœur du cœur, se retrouve être vraiment un milieu de niche. Il y a des choses qui sont démesurées, comme certains festivals et concerts, mais n'empêche que la plupart du temps, ça reste quand même quelque chose qui est à échelle humaine, beaucoup plus que d'autres milieux. Et j'aime justement pouvoir avoir cette proximité même avec mon milieu musical. Alors ça a beaucoup de choses qui sont difficiles, comme par exemple le fait justement qu'on génère beaucoup moins de vues, qu'on attire beaucoup moins de personnes parce que justement on est de niche, ce qui permet d'avoir beaucoup moins de possibilités en termes d'argent et de budget, et c'est beaucoup plus difficile de pouvoir en vivre, ne serait-ce que même pouvoir en survivre. Mais n'empêche que ça a quand même cet aspect très positif d'avoir du contact direct, que ce soit avec le public, les autres artistes ou tous les acteurs en fait de ce milieu. Je pense aussi que j'aime énormément ce milieu parce que, comme dit en fait, du fait que tout soit beaucoup plus à une échelle humaine, tout est beaucoup plus accessible si vous vous donnez vraiment les moyens. Dans le sens où, personnellement, j'ai eu une pause pendant un moment dans ma carrière musicale parce que j'ai développé un studio de musique où j'ai commencé à produire d'autres artistes pendant 6 ans. Et pendant ce moment-là, j'ai mis complètement de côté ma carrière musicale personnelle et artistique.
Et quand j'ai arrêté ce studio de musique, enfin quand j'ai été forcé d'arrêter ce studio de musique, j'ai repris justement ma carrière musicale et ça fait à peu près 1 an que j'ai repris la production. Et ça m'a demandé du coup de reconstruire absolument tout. Et c'est vraiment pas facile du tout dans le style de musique que je fais, qui est extrêmement dur à produire et très élitiste en termes techniques. C'est très difficile de réussir à être considéré comme professionnel dans le milieu. Et malgré tout, je me suis donné à fond pendant 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai presque coché toutes les cases que je voulais, des cases qui étaient qui me semblaient inatteignables pour moi. Et j'ai passé une année absolument folle, en fait, à rencontrer des artistes que j'écoutais, à devenir ami avec eux, à aller un peu partout en Europe, à faire des concerts, à être directement en contact de public, à avoir accès à des choses qui sont inestimables pour moi, avoir accès à des festivals fous, à faire des collaborations absolument incroyables, avoir un contact direct avec des gens qui littéralement sont complètement amoureux de ce que vous pouvez faire. Et tout ça est très accessible et ça a quelque chose de très chaleureux, je trouve. Beaucoup plus chaleureux, je pense, que un milieu qui se veut beaucoup, beaucoup plus mainstream avec des chiffres qui sont beaucoup plus mirobolants. Et aussi, je trouve qu'il y a beaucoup plus cet aspect où si vous vous donnez du mal, vous pouvez vraiment atteindre vos objectifs, ce qui est pas forcément le cas d'autres milieux. Comme je l'ai dit, il y a aussi toute la conception musicale où justement, vu que c'est un style qui se veut être difficile, moi, c'est quelque chose qui me stimule énormément intellectuellement et artistiquement de devoir justement toujours retrouver, toujours devoir en fait évoluer, recréer le style, apporter de nouvelles choses. Et c'est vraiment un milieu justement sur le fait où, parce que c'est très différent et non mainstream, les codes sont pas du tout les mêmes et je trouve que les codes de ce style de musique au final se veulent être beaucoup plus diversifiés, larges, ouverts et on a beaucoup plus d'espace au final pour expérimenter sans au final complètement décevoir le public et détruire sa carrière en fait tout simplement. Bien au contraire même. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me passionne énormément, de pouvoir justement expérimenter, aller toujours plus loin. Je suis pas une artiste qui arrive à rester sur ses acquis et à faire toujours la même chose. Quand j'arrive à justement concrétiser quelque chose, je me sens toujours le devoir de créer quelque chose de nouveau derrière, de toujours chercher plus loin et toujours me pousser toujours plus loin justement dans ma conceptualisation et dans la recherche artistique aussi. Et je pense qu'au final, la chose la plus difficile par rapport à mon métier, c'est vraiment de l'argent, puisqu'aujourd'hui, c'est pas possible d'en vivre. Même si aujourd'hui, je fais partie des artistes qui peuvent qui peuvent faire partie des plus considérés de mon milieu, n'empêche que c'est presque pas possible de pouvoir en vivre, alors que la charge que ça demande, c'est un métier. En fait, je passe ma vie à faire ça, littéralement. Je passe ma vie à me reconstruire, à écrire, à composer, à sound designer, à créer la promotion, à réfléchir à la promotion, à me manager, à m'auto-manager, à manager toute ma carrière, à faire le lien entre tout le monde, à aller au contact des labels, à aller les chercher, à aller les piocher, à se vendre, à s'occuper de toute la paperasse, à aller s'organiser avec le booker, à aller chercher des concerts, à aller faire les concerts, conceptualiser les concerts, se produire, tenir bon. C'est vraiment un métier qui demande énormément et je passe littéralement toute ma vie à faire ça. Et pourtant, le mois dernier, j'ai fait 0 €, par exemple. C'est très, 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 très compliqué d'en vivre, sincèrement. On pourrait faire d'autres vidéos là-dessus aussi de pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué. Les plateformes de streaming, par exemple, pour moi, sont un énorme problème puisque elles viennent complètement détruire les possibilités de financement de petits artistes comme nous. Et surtout, en fait, éduque le grand public comme vous, justement, à consommer la musique d'une manière qui retire complètement, justement, ces possibilités budgétaires aux artistes que vous écoutez. Et principalement et surtout, en fait, quand c'est des artistes indépendants. Ce qui est très compliqué. Ce qui est très, très compliqué et ce qui, sur le long terme, moi, personnellement, je le sais, si je viens pas à faire de gros chiffres, ce sera jamais viable. Ce sera jamais viable et je pourrais pas faire ça toute ma vie malheureusement, même si pourtant c'est quelque chose qui me passionne énormément et je me vois pas faire autre chose. Je ne me vois vraiment pas faire autre chose, mais n'empêche que il y a un moment donné où ça va être extrêmement compliqué et que je ne pourrai plus faire autrement que devoir réfléchir à des solutions alternatives. Et je pense que c'est ce que je regrette le plus dans mon milieu, c'est que on n'ait pas davantage de possibilités pour pouvoir subsister.
et survivre en faisant ce pourquoi on est fait. Mais en attendant, je suis quand même là et je fais ce que j'ai à faire. Je développe mon univers, j'écris des musiques, je partage au monde ce que je vis. Beaucoup de gens se retrouvent dedans. Beaucoup des gens viennent à s'approprier ce que j'ai fait. Et à partir du moment où je le donne au monde, ne m'appartient plus. Et j'aime énormément ça, en fait. J'aime pouvoir être à l'initiative de quelque chose qui vient inspirer d'autres personnes. C'est toujours incroyable de rencontrer son public et de voir que l'appropriation de votre musique a fait naître autant de choses dans ces personnes. C'est quelque chose qui fait un sens énorme pour moi. Et je regretterai jamais de faire ça. C'est vraiment la chose qui m'anime le plus et c'est quelque chose aussi que je veux faire un peu à travers sa vidéo. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous parler un peu de ça, vous partager un peu de mon univers et de ma passion. Alors c'est un style de musique qui certes ne plaira pas à tout le monde, loin de là, mais n'empêche que c'est un style de musique qui est quand même ultra intéressant, au-delà de son esthétique. Et je trouvais il méritait qu'on lui fasse une petite vidéo comme ça. Voilà, je sais pas du tout à quoi va ressembler la vidéo. Je sais pas du tout si ça va vous plaire. J'aurais tellement de choses à dire en plus par rapport à tout ça, mais écoutez, encore une fois, j'ai rien écrit de la vidéo. Je sais pas trop où est-ce que je suis allée, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et je vous laisse sur quelques images de mon année passée à travers ce milieu musical. Je vous embrasse fort. Ciao. Oh, moi. On va se faire. J'ai pas vu ça. I just dance my head. It cracks the wall of my heaven and leave me broken and fade. But all I see is a break. They rip the lie in a prayer and drag me down to the flame.